La France dans le chaos du monde. L'histoire et l'actualité chaotique nous parlent aujourd'hui du monde et nous parlent aussi de la France. Mais ce n'est pas suffisant. Pour comprendre, il faut unir ces deux domaines en une seule et même vision. Il faut parler de la France dans le monde, mais de la France dans le chaos du monde. Lorsque l'on s'y adonne, de nombreuses thématiques essentielles apparaissent. La vocation de la France, bien sûr, mais aussi les questions de sa liberté et de sa souveraineté. Certaines contraintes les restreignent aujourd'hui, l'Europe, les États-Unis, les oligarchies mondialistes, financières ou culturelles. Par ailleurs, des opportunités naissent précisément du chaos actuel. Il ne faut pas l'oublier. Quel message pour l'Afrique, pour l'Asie, pour le Moyen-Orient, pour la Chine, pour l'Inde, pour la Russie et pour les USA? Quelle politique méditerranéenne? Quelle politique européenne adopter? Comment valoriser nos outre-mer et la riche francophonie? Quels instruments de puissance devons-nous restaurer? Défense, diplomatie, énergie, ou encore finance, entreprise, agriculture, industrie, cyber ou espace, pour être libres et respectés? Quelle histoire devons-nous nous réapproprier pour redevenir nous-mêmes? Et quelle culture devons-nous restaurer pour promouvoir, pour rayonner à nouveau dans le monde? Autant de questions essentielles que nous aborderons dans cette nouvelle série. Le devoir d'être cette fois le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. Aujourd'hui, il y a une alternative à la guerre. Le gros des troupes est déjà au combat, mais l'état-major... I expect to be with a friend. Looking forward to having it with my family. Un pays qui est ami de la France. Et j'étais très heureux de pouvoir rencontrer le président des États-Unis pour parler avec lui. La fille n'a pas renoncé au terrorisme. C'est probablement le prix à payer à ce moment-là qu'on le dise clairement. Nous sommes dans un moment de confrontation permanente avec la Russie qui utilise en quelque sorte... Sous ça, c'est la Russie derrière. En plus, évidemment, des actes de guerre que nous voyons en Ukraine. Nous avons assuré le destin de la France malgré tous les obstacles qui se dressent sur sa route. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission qui s'appelle La France dans le chaos du monde. On va parler de la France, on va parler du monde, mais surtout, on va parler de la France dans le monde. Alors, j'ai avec moi pour cette première émission Caroline Galacteros, notre amie Caroline, qui est présidente de Géopragma et qui a une chaîne qui s'appelle Paix et Guerre, c'est bien ça, Caroline? Tout à fait, Voilà. Alain Juillet, qui est un ancien haut fonctionnaire chargé de l'intelligence économique et qui est aujourd'hui conseil en géopolitique, n'est-ce pas? Et qui a également sa propre chaîne qui s'appelle Openbox TV. Et puis Paul Marie, ancien haut fonctionnaire diplomate et directeur de la revue Le Nouveau Conservateur. Bon, et moi-même qui suis géopoliticien et auteur de deux livres qui s'appellent L'Ukraine, un basculement du monde et Le temps des fractures. Donc cette émission sera mensuelle et aujourd'hui, la première sera consacrée à la vocation de la France. Première question, quelle a été la place de la France dans son histoire? Quelle a été sa vocation? Comment les rois ont-ils dessiné cette histoire de la France? Et je vais donner la parole à Paul-Marie Couteau Je suis pour plâtre. commencer. Très bien. Je crois qu'il faut dire aussi que cette émission est absolument nécessaire. Bravo, François, de l'avoir voulu, pensé et créé, d'une certaine façon, enfin, avec la complicité de chacun de nous depuis de longue date. Parce que je suis quand même stupéfait que plus personne ne n'ose encore penser ce que peut être une politique étrangère pour la France. Et c'est d'autant plus grave que la France n'est, à mon avis, rien sans une politique étrangère. Elle est d'abord une politique étrangère. De Gaulle disait qu'au fondement de l'État était la nécessité de défense, la défense et la politique étrangère qui est sa sœur.
Et Bainville, modifiant un peu Maurras, qui répétait politique d'abord, ajoutait politique étrangère d'abord. Et je suis très bainvillien de ce point de vue-là. Or, si la France n'a pas une politique étrangère, vraiment, d'où découle une défense, un rapport au monde et une vocation, pour reprendre l'expression qui est celle retenue pour cette première émission, eh bien, elle se délite. C'est d'ailleurs ce que l'on voit exactement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle s'est construite, justement, la France. Le problème des Capétiens était assez simple, c'est que c'était une petite chose, c'était une petite nation. Et il faut qu'on se pense comme une petite nation capable de faire de grandes choses. On y reviendra à propos du gaullisme, je pense. Une petite nation capable de faire de grandes choses si elle parle au monde, si elle est habile, ce qui n'est pas facile parce qu'elle a 3 façades maritimes et 3 frontières terrestres qui, chaque fois, l'engagent dans un jeu compliqué. Frontières terrestres, le jeu germanique, le jeu européen dans sa profondeur. Par les Pyrénées, on peut symboliser le jeu latin. Par les façades maritimes, il y a la politique méditerranéenne. Donc, il faudra que nous parlions, qu'on appelle abusivement politique arabe, c'est une politique méditerranéenne, parce que la France, qu'on le veuille ou non, est la première puissance riveraine de Méditerranée. Et elle a toujours été. Et elle a toujours eu des problèmes de ce côté-là. Elle a toujours des problèmes aussi avec le grand large, des problèmes et des succès. Des malheurs achevés et des succès exemplaires, comme disait encore le général de Gaulle. Décidément, il va venir souvent dans nos conversations, je le sens. Et donc, la France est imbriquée dans un ensemble de jeux, c'est ça la géopolitique, qui est assez difficile à mener, mais qui, s'il est pensé dans sa complexion, si on peut dire, dans sa complexité, peut faire de cette petite chose qu'est la nation une grande chose. C'est ce qu'ont fait les Capétiens, en réalité. Ils avaient affaire à des mastodontes. Le premier mastodonte, c'était l'Église, c'était Rome. Et puis le deuxième mastodonte, c'était l'Empire germanique. Puis ensuite est arrivé un troisième empire, l'Empire d'Angleterre. Et la France a fini par grandir en jouant un peu les uns contre les autres, et surtout en jouant, je vais m'arrêter là-dessus parce que je pense que c'est plein de sens pour aujourd'hui, la carte de la nation qui parle au monde, qui ne s'enferme dans aucune, chacun voit ce que je veux dire, dans aucune alliance exclusive et permanente, et qui ne se fond pas dans un empire, qui garde son indépendance. Et on peut ajouter sa souveraineté, c'est pas exactement la même chose. La souveraineté, c'est celle de l'État. L'indépendance, c'est davantage une indépendance d'esprit, mais l'un va avec l'autre. Une indépendance de pensée, une indépendance presque philosophique. Et la souveraineté, c'est beaucoup plus juridique, mais ces 2 termes sont essentiels. Si la France est souveraine et indépendante et qu'elle se pense comme une nation parmi les nations du monde, sans s'enfermer dans une seule alliance exclusive, elle peut faire des étincelles. Et ce que nous faisons ici, je pense, c'est comment peut-on penser, dans la situation assez effrayante dans laquelle nous sommes, à une politique étrangère qui nous redonne une voix dans le monde et donc une existence. Et peut-être un rayonnement. Bien sûr. Caroline. Bon, c'est une introduction qui. Ça n'est qu'une fait le introduction, tour. Caroline. Oui, mais ça fait le tour du propos. Oui. Ça fait le tour de notre C'est sujet notre d'une état, certaine c'est notre façon. état d'esprit à tous C'est les notre quatre. état d'esprit, je pense, Oui. effectivement, aux uns et aux autres. Oui, moi j'ai envie de dire que, effectivement, l'histoire nous a construits d'une certaine façon, et le reste du monde aussi, et notre rapport au monde nous a construits d'une certaine façon. Là, nous sommes dans une phase quand même de déconstruction active et très inquiétante. Et pour moi, l'idée d'une vocation de la France, c'est un trépied. C'est-à-dire, la France doit être intelligente, elle doit être humaine, et elle doit, comment dirais-je, sa vocation, c'est d'être effectivement, de ne s'enfermer dans rien, et d'être donc une puissance d'équilibre. Intelligente, ça veut dire déjà le rapport aux autres, le rapport à la diversité du monde extraordinaire, un rapport dessillé, un rapport non idéologique, un rapport, enfin l'intelligence c'est ça, c'est faire des liens, c'est être au propre et au figuré, c'est donc effectivement parler à tout le monde, mais c'est comprendre tout ce qui se passe. Et expliquer peut-être aussi. Et savoir l'expliquer, mais en tout cas le comprendre et savoir en tirer finalement une synthèse qui soit la synthèse
une synthèse positive, une synthèse dynamique qui fasse la part belle à nos intérêts et à nos valeurs. J'en viens au deuxième pilier, l'humanité. L'humanité, c'est pas blabla, les grands discours, les violons. Non, c'est tout à fait autre chose. Elle doit être humaine au sens où, ayant compris toute cette diversité, toute cette complexité, et aussi tout le fait que les autres acteurs sur cette planète ont aussi des intérêts, et peut-être une manière de se concevoir en tant qu'État et en tant que peuple différente éventuellement de la nôtre, eh bien, il faut rester ce que nous avons été, le meilleur de ce que nous avons su faire et être depuis des siècles, et être humain au sens où on doit garder, à mon avis, un regard de bienveillance, c'est-à-dire ça veut pas dire être je vais dire être nunuche ou être c'est l'inverse des bons sentiments. C'est juste se souvenir que nous avons affaire aussi dans notre politique étrangère et dans nos rapports avec les autres acteurs sur cette planète, derrière à des populations, à des peuples, à des personnes, et que nous devons développer cette image de nous dans le monde, parce que c'est ça aussi qui peut nous donner de l'influence. C'est l'inverse des bons sentiments, c'est l'inverse de faire la leçon aux autres, c'est l'inverse de tout ce qu'on fait, évidemment. Hein, mais c'est ça la véritable humanité, c'est-à-dire être profondément, en fait, aimer profondément la diversité du monde et savoir toujours se préoccuper quand même dans les crises et dans les guerres notamment du sort des populations. Je suivais mon regard aujourd'hui dans les conflits qui nous occupent, nous observateurs, beaucoup, je pense à l'Ukraine, mais je pense à d'autres aussi, bien sûr, on voit bien qu'il y a un hiatus, il y a une contradiction absolument folle entre notre attitude prétendument de protection et de volonté d'apporter la sécurité, d'aider un peuple, d'aider, en l'espèce par exemple l'Ukraine, et la réalité des conséquences de notre action sur la sécurité de ces populations, leur avenir, c'est-à-dire on nourrit une guerre, on nourrit une guerre. Voilà. Évidemment. Voilà. Donc on n'est pas, on se comporte pas du tout d'une manière humaine ou intelligente ou bonne ou bienveillante. Donc on est en fait à rebours de nos prétentions en termes de valeurs et de principes, n'est-ce pas? Voilà. Et puis le troisième point, donc c'est effectivement la puissance d'équilibre, parce que c'est d'abord c'est notre positionnement. On dit que les pays ont la géopolitique de leur géographie, si vous voulez, ont la vision du monde qui quand même dépend de leur géographie et de leur histoire naturellement, mais on a tout intérêt, vu les atouts que nous avons, les atouts internationaux, les atouts en termes d'armement, notre qualité de pays doté, nous pouvons encore avoir, je veux le croire et je le crois, nous pouvons tout à fait, mais c'est exigeant, c'est compliqué et ça demande beaucoup de fermeté, nous pouvons avoir une politique d'équilibre qui nous permette d'échapper à l'enfermement dans des servitudes, en fait. Vis-à-vis de quiconque, il n'y a pas que les Américains. De l'autre côté, il nous faut être servile et serre de personne. Voilà, donc on doit rester très profondément dans notre mentalité, dans notre état d'esprit et dans notre action, complètement concentré sur notre liberté, en fait, notre profonde liberté, parce que c'est ça qui nous fait aimer, c'est ça qui nous fait écouter, et c'est ça qui nous rend utile, parce qu'à la fin, il faut quand même être utile au monde, à son peuple, bien sûr, mais aussi au monde. C'est notre dimension chrétienne, ça. Oui, voilà. Alors, voilà. d'accord. Pardon, j'ai peut-être été un peu long. Non, pas du tout, pas du tout. Et je retrouve effectivement, on disait autrefois que la France était la fille aînée de l'Église et l'éducatrice des peuples. On oublie la deuxième partie. Éducatrice des peuples, on retrouve ce que vous dites là-dedans, dans cette notion d'humanité et en même temps cette notion de compréhension et d'explication. Il y a cette idée-là dedans. Mais alors, ceci, est-ce que c'est ce qu'on a fait
au long de notre histoire? Est-ce que c'est ce que les rois ont fait? Alors- Comment ont-ils voulu le faire? Et comment sont-ils parvenus, je dirais, à construire petit à petit ce que nous appelons la vocation? Moi, je crois, pour reprendre Paul-Marie? le thème, pour reprendre le thème d'abord, Ouais. ce thème que nous évoquons, et puis ce qui vient d'être dit par Paul-Marie et par Caroline, moi, ce qui me frappe, c'est que, en définitive, la France a eu une politique étrangère qui a été influente à certains moments et qui a été totalement mauvaise à d'autres. C'est-à-dire que c'est une espèce de sinusoïde. Alors, on parlait bien sûr des Capétiens, où il fallait tirer l'épingle du jeu entre des empires. Ça ne marchait pas toujours. Hein, Oui, c'était ça pas ne marchait pas facile, toujours. mais on y a réussi. Les succès justement, parce qu'on avait exemplaires et le les bon malheurs diplomate, achevés. hein, il faut Voilà. le dire. Bon. Mais après, Louis XIV, sous l'époque de Louis XIV, on a été la première puissance du monde. Il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui on ne le dit pas, mais on était plus fort que tout le monde. Hein. Voilà. Enfin, à Et part les on a Chinois eu de une l'époque qu'on politique, connaissait je pas. rappelle, on en parlait avant l'émission, Ouais. Leibniz, qui était le conseiller Oui. de Louis XIV, lui avait conseillé de reconquérir non seulement Constantinople, mais l'ensemble du Oui, Moyen-Orient non, mais c'était- et on est- l'Égypte. Oui, justement, Donc, mais à l'époque, c'était quand même et- une ambition. oui, mais c'est une ambition qui s'appuyait sur une puissance économique, première puissance économique mondiale, hein, Louis XIV, et sur une capacité militaire non négligeable non plus. C'était une puissance militaire redoutée, les Français. Bon. Quand tu regardes ensuite, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu l'époque napoléonienne. Hein. L'époque napoléonienne, c'est à la fois, c'est pareil, une politique étrangère. Là, on ne marie plus, enfin encore que, hein, on ne marie plus les enfants avec les enfants des autres pour arriver à faire des alliances, mais on fait quand même beaucoup de choses, et puis cette puissance militaire qui fait que, bon, et on impose nos idées aux autres, mais, et j'y reviendrai parce que justement, on impose des idées qui sont bien au-delà d'une simple conquête militaire. C'est ça qui... Bon. Ensuite, quand on regarde, si on prend d'autres périodes, après il y a eu toujours cette sinusoïde, mais quand on prend De Gaulle, puisqu'on parlons de De Gaulle, De Gaulle, en définitive, l'armée n'est pas forte, hein, parce on sort de la guerre, on n'a pas totalement réussi, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, en Indochine, et on se prépare à perdre l'Algérie. On n'est pas très bon, mais par contre, en politique étrangère, malgré notre faiblesse, et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, malgré notre faiblesse militaire, relative mais qui est réelle, hein, et malgré notre faiblesse économique, parce que quand il prend le pouvoir, on n'est pas très fort, ben c'est le moins qu'on puisse dire. On a une situation, on peut dire encore pire qu'aujourd'hui, comme quoi il y a de l'espoir d'ailleurs. Hein. Mais eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il réussit quand même à imposer une politique étrangère. Et là, je reviens, moi je crois que c'est très important quelle ce façon qu'on a dit. Et de quelle façon? Oui, mais justement, et de quelle façon? Mais parce qu'il va défendre, et c'est ça qui me paraît intéressant, ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est que c'est pas... Il faut se méfier de l'histoire des valeurs. Parce que moi, je prétends que nous avons conquis le monde, les Occidentaux, et comme on a conquis le monde, on a cru que les valeurs qui étaient les nôtres, c'était des valeurs universelles. Pas du tout. Elles sont devenues mondiales par la colonisation que nous avons réalisée. Mais pas du... Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils n'en veulent plus de ces valeurs. Hein, donc, c'est pas ça. Je partage Par pas contre, totalement cet avis-là, mais on en non, mais discutera. chacun a ses opinions. Hein, Ouais, c'est ouais, pour ça ouais, que. ouais. Hein, mais par contre, ce qui me frappe, c'est que à côté de ça, il y a un certain nombre de spécificités françaises, de vision française, de culture. Parlons de culture, parlons plus de valeurs, parlons de culture. Et dans lesquelles la France a de vrais messages à donner à tout le monde, à partir du moment, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment insister, où on perd l'arrogance française, qui consiste à croire qu'on est les meilleurs, ce qui n'est pas vrai. C'est ça. Nous sommes un pion dans le système, un pion qui peut rayonner par notre spécificité, mais nous ne sommes pas le nouveau Messie. Hein, il faut arrêter de... Hein, et nous n'avons pas expliqué au monde comment ils doivent faire. Et je Par crois contre, on peut discuter avec... L'expression, Alain, je rebondis sur ce que vous dites à l'instant, l'expression éducatrice des peuples, elle est très ambiguë, mon cher François. Fille aînée de l'Église, bon, c'est assez récent comme formule en réalité, elle n'a pas toujours été, elle a été très souvent en opposition à Rome. Mais l'éducatrice des peuples, oui, mais en un seul sens, c'est un peu ce que vient de dire Alain, comme exemple de la volonté d'indépendance. Ne pas dépendre. Mais je ne crois pas que c'est l'instituteur qui donne des leçons.
Et Non. c'est aussi ce que Alors, disait Caroline. ouais. On est instituteur en ce qu'on montre au peuple qu'ils peuvent être libres. De Gaulle disait, mon seul rival international, c'est Tintin, nous sommes les petits qui n'ont pas peur des gros. J'adore cette phrase, il dit ça à Malraux dans Les chaînes Condamar en 70. Enfin, alors, le livre est tiré d'une conversation qu'en décembre 70, de Gaulle et Malraux, leur dernière d'ailleurs, ont tué à Colombey. Je suis nous sommes les petits qui n'ont pas peur des gros. C'est en cela que nous sommes éducateurs, mais pas du tout en donneurs de leçons. Il y a une ambiguïté dans cette formule, mon cher. Et d'ailleurs, les rois ne se donnaient pas, ne se donnaient pas en exemple, et j'ajoute que les rois n'ont pas tellement colonisé, et que les monarchistes, dont De Gaulle est un héritier, les monarchistes étaient opposés à la colonisation et votaient contre les crédits de colonisation. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de dominer, il ne s'agit pas d'imposer, il ne s'agit pas d'éduquer à des valeurs qui sont les nôtres et qui ne sont pas celles de nos interlocuteurs, sauf sur l'idée de la liberté des peuples. Voilà, tout à fait. Et c'est ça notre Je pense qu'on est au mission. cœur du sujet parce que dans le mot franc, C'est ça la vocation. qui veut dire France, franc veut dire libre. Voilà, déjà, Donc je on est pense bien que la parti par notion le de nom. liberté pour soi-même et pour les autres est absolument centrale Voilà. dans la question de la vocation. C'est Et vraiment la éducatrice est liberté ambigu, qui hein. est au cœur du sujet. Je Ce voudrais qui ne veut juste pas ajouter- dire qu'on ne veut pas éduquer. Je voudrais juste ajouter, là, pour aller dans le même sens, on est, Oui, on je crois est qu'on est tous d'accord, d'accord, hein, pour bien dire que ce que disait De Gaulle disait, hein, la souveraineté, c'est la souveraineté du peuple. Il disait pas c'est la souveraineté de l'État, c'est Macron. Bah, c'est la Non, même pas chose du pour tout. lui, c'est la même C'est chose. pas des- oui. C'est les Il deux disait, faces c'est bien d'une le même peuple. médaille, Et on disait-il. revient exactement, et on revient à ce que vous avez dit. Hein. C'est très clair. Il faut bien voir. C'est l'individu dans notre pays, c'est l'individu et le concept de Mais liberté. il dit à Perfit, la souveraineté populaire et la souveraineté nationale sont les deux faces d'une même Exactement, médaille. c'est ce que C'était la je dis, formule, c'est les ce deux que je faces dis. d'une même Caroline. médaille. Tout est bon, je suis évidemment totalement On est tous d'accord. d'accord. Mais il y a une preuve éclatante que nous avons sous les yeux tous les jours depuis déjà des années, parce que moi j'ai quand même l'impression de commencer à radoter un peu, si vous voulez, c'est encore, pas l'évolution même du monde. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les facteurs de la puissance et de l'influence, bien sûr, il y a toujours l'argent, l'armée, les armes, bon. Mais soft power. l'impuissance, l'influence, on voit bien que des pays qui aujourd'hui font une moisson extraordinaire en termes d'influence à l'échelle du monde sont ceux qui, sans arrêt, n'ont à la bouche que quelques mots: égalité des peuples, souveraineté des peuples, respect des peuples, c'est-à-dire l'inverse d'une politique de domination, de soumission, de colonisation, bien sûr effective, mais même mentale. Donc on voit bien que si vous prenez alors les grands États diabolisés, épouvantables, qu'il ne faut surtout pas prendre en exemple, mais que je prends quand même en exemple sur ce point-là, la Chine et la Russie, vous voyez bien qu'ils font carton plein. Pourquoi? Parce qu'ils proposent, et on vient encore de le voir là en Chine hier, à Tianjin et puis à Pékin, Le sommet de l'OCS. ils disent aux autres États, vous n'avez pas besoin, 1, de vous aligner, 2, d'abdiquer votre liberté, 3, d'abdiquer votre souveraineté, 4, de nous obéir au doigt et à l'œil, et 5, vous ne mourrez pas parce que vous n'êtes pas d'accord sur certains points. C'est tout l'intérêt de ce qu'ils sont en train de créer autour de, j'allais dire, de l'architecture des BRICS, version élargie, avec aussi l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est-à-dire qu'on peut avoir des divergences, des concurrences, des rivalités, tout ça est évident, tout ça est naturel, tout ça est normal entre États. Aucun État n'est la copie conforme d'aucun autre. Il ne peut pas y avoir. En fait, l'alignement c'est déjà une réduction idéologique forcément fausse. On ne peut pas s'aligner complètement, sauf à être totalement vassalisé. Ce qui est terrifiant en Europe et de la part de la France, quelles que soient les formes que ça prenne, c'est qu'en fait, nous, on a manifestement, en tout cas nos dirigeants depuis un certain temps, ont totalement intériorisé
la posture du vassal. Oui, tout à fait. Ça nous paraît Alors, le mieux que l'on ait à voilà, faire. on va y arriver, Voilà. mais avant, je voudrais, donc on a un peu débordé le sujet, mais je voudrais qu'on arrive à la deuxième partie, c'est-à-dire véritablement celle de De Gaulle. Gaulliste, c'est-à-dire la doctrine, gaullienne, c'est-à-dire l'attitude. Un certain nombre de choses à croire et à expliquer, comme on a dit, et une certaine façon, je dirais, de se comporter vis-à-vis des autres. En même temps, en étant soi-même et en l'affirmant sans crainte, en même temps en respectant la nature et je dirais, les personnalités des autres. Voilà. Donc, comment pensez-vous que De Gaulle a ressuscité donc dans les hauts et les basses, tout le monde La nous montre continuité que ça a historique, été, il était complètement haut manifeste. imbibé, De Gaulle, de l'histoire de France et de la politique française comme une sorte de permanence, comme un invariant. Et cet invariant, elle est due à notre chance, si l'on peut dire. Alors, en effet, c'est d'abord une chance géographique et historique. Nous avons été, nous, petits Français, parce que pendant des siècles, la France a été petite, à côté, je le disais tout à l'heure, de mastodontes. Et notre logiciel, au fond, c'est toujours un logiciel de défense. C'est pour ça qu'il est tellement dramatique de se mettre à la remorque d'un empire. C'est exactement l'inverse de l'invariant principal, cardinal de la politique française. Et ça, De Gaulle en a hérité. Il a hérité des rois. D'ailleurs, c'est assez frappant. Que fait, par exemple, quand il est battu, alors tout le monde connaît cet exemple, quand il est battu à Pavie, que fait François Ier, eh ben, il va outre-mer, si l'on peut dire, il va chercher l'alliance du Grand Turc, l'alliance de Revers, pour desserrer les taux de Habsbourg. Tout à fait. Et, bon, d'une certaine façon, on peut dire aussi que c'est discutable, mais c'est assez intéressant. Les croisades ont été aussi une façon pour le petit royaume de France de s'élargir, d'aller chercher au-delà de l'Europe des forces qui contrebattaient la puissance principale qui était le Saint-Empire romain germanique. Bien sûr. Et d'une certaine façon, que fait De Gaulle en 40 ? Il fait la même chose. Il appelle l'outre-mer. Il dit, nous avons perdu sur le territoire national, mais il y a partout dans le monde des forces qui peuvent venir à notre secours. Et ça, c'est le vieux réflexe. C'est un réflexe, mais multiséculaire, on peut dire millénaire, que nous ne devons pas perdre et qui doit être l'inspiration principale de ce qui nous réunit ici, c'est-à-dire penser, parce qu'il n'y a plus personne qui le fait. C'est pour ça que cette émission est tellement nécessaire. Penser ce que peut être une politique étrangère, c'est le refus de la soumission en appelant le grand large. Ce qu'a fait d'ailleurs la résistance française, Oui, ça a été l'Afrique, ça a été l'océan. Le grand large, c'est une... L'univers. L'univers. C'est une expression dangereuse. L'univers dans l'appel du 18 juin, et les réponses sont venues d'Afrique, d'Océanie, d'Égypte, du Liban, d'Amérique latine. Je voulais dire simplement qu'on a oublié peut-être quelque chose, François. J'ouvre une parenthèse. Nous sommes 4, très heureux d'être réunis. Nous avions pensé être 5 à l'origine, avec Éric Dénessé. Je voudrais prononcer son nom sans que l'émission ne s'avance trop longtemps, parce que notre idée, c'était de lancer cette émission avec lui. Je voudrais qu'on lui rende hommage, parce que nous lui devons tous quelque chose. Voilà, c'est une parenthèse que je fais. Tout à fait. Moi, je voudrais revenir sur un point quand même. C'est que pour De Gaulle, quand on lit tous ses écrits et tout, d'abord, il y a un principe, c'est que nous sommes un grand peuple. Oui. Il le dit, nous sommes un grand peuple. Il ne cherche pas à imposer aux autres quoi que ce soit. C'est là aussi très important. Il n'a jamais cherché à imposer quoi que ce soit. Il dit, nous sommes un grand peuple, regardez-nous. Regardez ce qu'on fait, comment on se comporte. Et en définitive, il nous dit, faites à l'imitation. C'est un peu ça. C'est la valeur exemplaire. C'est pas nous sommes exemplaires. Dominateur, mais exemplaire. Seulement, c'est terrible, parce que dire « nous sommes un grand peuple, regardez-nous, nous sommes exemplaires », il faut l'être. Et le drame, c'est que dans la plupart des périodes, je ne vais pas parler de celle-là, mais de beaucoup de périodes dans l'histoire de France, nous ne sommes pas exemplaires, et nous ne sommes pas un grand peuple, parce qu'on se déchire dans tous les sens. Donc c'est fini. Mais quand, et c'est là où De Gaulle, c'est formidable, quand on voit entre 58 et 65, quand De Gaulle prend la France qui est en miettes, et il commence, alors là on revient à la politique étrangère, sur le plan, il affirme à l'extérieur, qu'est-ce qu'il dit quand il fait le discours à Phnom Penh ou ailleurs, même au Canada, quand il promène, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « regardez-nous ».
Nous, on a réussi à se redresser, hein, tout seul. On n'a pas été aidé. Hein. Bon, on a réussi à se redresser tout seul. On est devenu un pays très innovant. À l'époque, on a quand même créé toute une série d'activités. On en a encore les bénéfices aujourd'hui. Hein. Dont le nucléaire. Dont le nucléaire, le spatial, le train. On les a plus, on les vend, mon cher Alain, on les vend. Tous les grands domaines. On les a pour les vendre. Hein, on les vend. Oui, exactement, on les vend. Bon. Donc, donc il dit, vous voyez, on a acquis une capacité d'innovation. On est un grand pays, ça marche. Hein, et faites comme nous. Donc, croyez-nous. Alors, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ne vous laissez pas vassaliser par quiconque. Vous trouvez en vous les ressources pour garder votre souveraineté, votre indépendance. C'est ça De Gaulle, en définitive. Ça. Et le drame ensuite, quand on voit dans cette période, et ça m'a beaucoup frappé, parce que je prends un exemple avec un autre personnage après, tout à fait différent. Mais quand on mobilise les gens, le peuple français en particulier, c'est un peuple qui a besoin d'être mobilisé autour de grandes idées. Alors on a eu les idées révolutionnaires, on a eu tout ce qu'on voulait, on a eu l'Empire, on a eu les rois et tout ça. À chaque époque, chaque grande époque, on le voit bien, les gens ont été mobilisés, ils croyaient en quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des dirigeants qui créaient l'espérance. Oui. Ils créaient l'espérance en donnant un but. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. Pour que des gens, que ce soit un groupe, une entreprise, une nation, dans tous les cas de figure, pour que ça marche, il faut qu'à la tête, on vous dise, voilà l'objectif à moyen et long terme, vers lequel on va tous se mobiliser et on va y aller. Et le chef, en l'occurrence De Gaulle, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait ? Il disait, nous sommes un grand peuple, parce qu'on est capable de se mobiliser, voilà nos objectifs, on avance, on va réussir. Et le fait d'avancer, de constater à chaque étape qu'on avance, ça donne une formidable motivation aux gens, parce qu'ils disent, ah mais alors on est bon, on n'est pas comme on pensait, des mauvais, des paresseux, des machins, non, on est efficace, et ça renforce encore. Et à l'extérieur, il n'y a rien, on regarde et on dit, formidable. Hein, ouais, moi je me souviens quand c'est tout à fait un nom, c'est pas De Gaulle, hein, c'est Kennedy, et Dieu sait si Kennedy, certes, De Gaulle n'était pas insensible au charme de Jackie Kennedy, mais Kennedy nous a fait les pires ennuis. Hein. Oui. Notre ami Branca l'a très bien raconté dans son livre sur les relations franco-américaines sous De Gaulle. Kennedy, quand il est arrivé au pouvoir, les Russes avaient envoyé la chienne Laika dans l'espace, ils avaient envoyé Gagarine dans l'espace, et les Américains, ils envoyaient un pamplemousse qui s'appelait Vanguard et qui explosait en vol. L'Amérique était en 4e dessous. L'Amérique était plus conquérante. C'était la honte permanente. Les États-Unis. Dans le spatial, aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, je sais si je critique Kennedy sur beaucoup de choses. Il a un truc de génie. Il a dit, dans 10 ans, nous serons sur la Lune. Et en réalité, il a mobilisé toute l'Amérique sur un but qui paraissait impossible, 10 ans d'aller. Et du coup, tout le monde s'est mobilisé, tout le monde a espéré redevenir une grande nation. Et le jour où ils ont posé des gars sur la Lune, hein, dans des conditions invraisemblables, parce que nous, avec le principe de précaution, on ne les aurait même pas envoyés. Hein. Bon, mais ils y sont arrivés, et toute l'Amérique a dit, nous sommes un grand peuple, voilà. C'est nous qui sommes les meilleurs. Et le reste du monde a dit, à l'époque, il faut se souvenir quand même, quand on l'a tous allumé, on était tous dehors à regarder ces types qui étaient sur la Lune, hein, je me souviens à l'époque, bon, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde a dit, les États-Unis, c'est une grande nation. Sauf que ça n'a servi à rien. C'est la même chose. Et c'est une vision, c'est la même chose. Encore une fois, ce n'est pas une vision matérialiste, c'est une vision spiritualiste. Ce n'est pas économique. C'est dans l'esprit que ça se passe, n'est-ce pas ? Moi, je trouve, ce qui nous tue, c'est qu'on veut toujours tout réduire à l'économie, qu'on n'a rien compris. Voilà. Et à l'individu. Caroline a prononcé un mot juste. Je relève un mot de Caroline, pardon. Excusez-moi. Vous voyons-nous devant les caméras. C'est difficile pour y arriver. Vous avez prononcé, chère Caroline, un mot absolument passionnant qui revient rarement sur le tapis tout à l'heure, le mot intelligence. Nous sommes grands, comme disait Alain, si nous sommes très intelligents, c'est-à-dire intelligere, relier les choses entre elles. Il faut beaucoup d'informations. Il faut savoir sur l'ensemble du monde. Il faut savoir les relier entre elles pour savoir quelle politique nous pouvons mener, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible ici ou là. Et ça, l'intelligence,
c'est d'accord pour la vocation spirituelle de la France, je suis entièrement d'accord avec ça. D'ailleurs, je ne veux pas parler d'Occident, moi je pense qu'on ferait mieux de parler de chrétienté. On ne sera peut-être pas d'accord tous les trois sur le sujet, mais il y a une vocation spirituelle de la France, mais il faudrait qu'elle soit d'abord intellectuelle, intelligere. Et le mot intelligence prononcé par Caroline a quelque chose d'assez prometteur.